Ils étaient attendus ce dimanche face au Soudan du Sud pour leur deuxième sortie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Kamou Malo et ses joueurs gagnent le match par 2-0. Ambiance et commentaires à suivre en début de journal. Dans l'actualité également, une opération massive de délivrance de cartes nationales d'identité a été organisée au profit de la population du Sanguier. L'initiative d'aide au développement est à la base de cette opération pour laquelle plus de 7000 personnes se sont enregistrées. L'apothéose de cette opération à suivre dans quelques minutes. Dans la boucle du Mouroum, responsables coutumiers, religieux, élus locaux et autres leaders d'opinion se mettent ensemble pour une même cause, celle de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région et à travers le Burkina Faso. Ils se sont retrouvés à Dédougou pour dégager les stratégies et les moyens d'atteindre leur objectif. Et puis dans une vingtaine de minutes, nous vous amènerons sur les falaises de Péni dans le Oué, des habitants à bout de souffle pour rejoindre les endroits et services publics de la commune. C'est le quotidien dans cette zone difficile d'accès. Dans ce journal, vous entendrez les cris de cœur des habitants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Ils l'ont cru, ils l'ont fait. Les étalons se sont imposés cet après-midi à Khartoum sur le score de 2-1 face à l'équipe du Soudan du Sud. L'équipe burkinabé réussit aussi sa deuxième sortie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Nous suivons les temps forts du match avec nos envoyés spéciaux Césaire Carrefour et Jean-Modesta Ouedraogo. Communion parfaite entre les étalons et les supporters burkinabés de Khartoum à l'issue de la victoire face au Soudan du Sud. Une victoire arrachée au forceps grâce à un doublé d'Aristide Bansé. 15e minute, Jonathan Pitroapa lancé en profondeur décale parfaitement Aristide. Le reste est une question d'expérience et de puissance. Aristide Bansé, la frappe de Bansé, Ouverture du score logique pour les étalons très à l'aise en ce début de match. À la 32e minute, une action collective déclenchée par Alain Traoré, Zakaria Sanogo et Jonathan Pitroapa est conclue par Aristide Bansé qui signe son doublé. Qui trouve Jonathan Pitroapa en profondeur. Pitroapa, il est seul, il n'est pas attaqué pour Bansé. Deuxième but. Le triplé n'était pas si loin. Pressing du capitaine Charles Kaboré et Bansé se retrouve nez à nez avec le portier soudanais. Le pointu passe à côté. Après 45 minutes, les étalons mènent sur le score de 2-0. À la reprise, les Brass Stars du Soudan du Sud, entendez par là, les étoiles brillantes changent de stratégie et optent pour les longues balles. Une stratégie qui a eu le mérite de mettre les étalons en difficulté. Résultat, les Soudanais sont menaçants. À la 66e minute, Aboubakar Sawadogo et sa défense sont surpris par cette balle qui finit sa course dans les filets. Mauvaise appréciation du portier, incompréhension entre les défenseurs, toujours est-il que les dégâts sont là. 2-1, c'est le score final. Je voyais une victoire qui se dessinait entre-temps, je voyais qu'elle pouvait m'échapper à tout moment. Et là, on vit très difficilement dans ces circonstances-là. Mais Dieu merci, les garçons sont restés sereins. Dans les consignes, notre plan de jeu a été respecté. Donc pour moi, c'est aux garçons qu'il faut peut-être féliciter. Ce soir, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir voilà, de pouvoir gagner ce match. Voilà, et surtout de marquer 2 buts en tant qu'attaquant. En tout cas, ça donne la confiance. En tout cas, c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile. Et pour nous, le plus important, c'était la victoire. Voilà, c'était la victoire. On s'est battu ensemble et voilà, c'est un travail de collectif qui a été fait. Les étalons ont montré 2 visages dans cette rencontre, mais la victoire remet le Burkina Faso sur la route du Cameroun avant la 3e journée face au Malawi. Et dans l'actualité sur place ici au Burkina Faso, une opération massive d'établissement de cartes nationales d'identité au profit des populations du Sanguier a été organisée. Elles sont plus de 7000 citoyens à s'être inscrites pour cette opération organisée par l'initiative d'aide au développement IDL. La clôture de l'opération a mobilisé hier à Didi les ressortissants de la province avec à leur côté le président de l'Assemblée nationale. Alidou Badini, Sanoua Christina Koulibaly. Opération 25 000 CNB au profit des populations du Sanguier, c'est bien fini pour l'édition de 2019. 21 jours durant, les équipes de l'Office national d'identification ont sillonné les 10 communes de la province pour donner la chance aux populations d'acquérir le précieux document.
À l'heure de la clôture, c'est un satisfait pour l'IDL, l'initiative d'aide au développement local, initiatrice de l'opération. 7000 pièces enregistrées avec une contribution de l'IDL qui a pris en charge de plus de 1200 pièces gratuitement avec un coût de réalisation de 2 600 000 ne sont pas notre première activité, comme je vous l'ai souligné. Nous avons offert du matériel médical à 8 SPS de la province du Sandié. Nous avons effectivement offert un forage à un village de la province du Sandié. Nous prenons des enfants orphelins en charge. Nous venons effectivement de débuter une formation. Vous savez que la province est une province de maraîchère-culture dans 6 communes. Autant d'acquis et de projets de développement communautaire en seulement 2 années d'existence qui ont valu le déplacement du président de la représentation nationale à Didi. Le fait d'amener l'ONU ici pour pouvoir faire une délivrance de masse a profité à toute la population sans distinction de sexe, d'âge, d'appartenance politique ou de religion. Et donc pour nous, c'est vraiment ce genre d'initiative qu'il faut au Burkina Faso. Alassane Bala Sakandé a saisi l'occasion pour prêcher ici la paix et la cohésion sociale. Nous n'avons pas deux, nous n'avons qu'une seule nation, le Burkina Faso. Nous avons également demandé aux populations de s'organiser suite à l'appel qu'a lancé le chef de l'État pour pouvoir aider les forces de défense et de sécurité afin qu'elles nous aident pour notre propre sécurité. J'ai dit, le centre-ouest n'est pas concerné. Hier, on disait que le Burkina Faso n'était pas concerné, il n'y avait que d'autres pays voisins. Aujourd'hui, le Burkina est concerné. Donc, il n'y a pas de raison que dans les localités, nous disions que bon, ça ne nous concerne pas, c'est peut-être le Sahel, c'est peut-être l'Est, et que nous croisons les bras. Chaque Burkinabé doit être un agent de renseignement pour les forces de défense et de sécurité. Et c'est à ce prix que le Burkina Faso pourra retrouver son lustre d'antan de havre de paix. Cette clôture de l'opération de délivrance de carte nationale d'identité est une réussite totale pour l'IDN qui entend faire des jeunes, des acteurs et non des spectateurs de leur avenir. Et dans la même lancée, une campagne de délivrance de carte nationale d'identité se tient du 15 novembre au 5 décembre prochain. Cette fois, l'initiative est de l'Office national d'identification qui mène aussi un plaidoyer auprès des leaders d'opinion afin de réussir à cette campagne. Et c'est tout le sens de la visite des premiers responsables de l'ONU chez le Dima de Boussouma. Martin Ouedraogo, Issa Kassebgo et Jacques Lamissa Tarpaga. L'Office national d'identification, ONI, se déploie dans la région du Centre-Nord pour délivrer des cartes nationales d'identité. Pour marquer le pas, une délégation s'est rendue chez les Dima de Boussouma. La démarche vise à demander l'accompagnement du roi afin de réussir l'opération. Nous avons jugé qu'en tant qu'autorité dépositaire des us et coutumes de la région du Centre-Nord et en tant que vecteur d'information, en tant que relais puissant en termes de véhicules d'information, il était important que nous puissions d'abord lui communiquer le programme de déploiement des équipes, demander son accompagnement pour le succès de l'opération et faire en sorte que l'ensemble des populations puissent être informées du début des opérations. La campagne de confection de cartes nationales d'identité burkinabé dans le Centre-Nord a débuté le 15 novembre dernier et se déroule jusqu'au 5 décembre. Un mode opératoire prenant en compte le contexte sécuritaire et les déplacés internes est mis en place. Nous avons défini ensemble un mode opératoire qui tient compte de la taille de la population et qui tient compte également du nombre de cartes d'identité qui expirent par localité. À partir de là, un certain nombre de jours a été dédié à chaque commune et les équipes se déploieront au fur et à mesure en fonction du nombre de jours qui a été arrêté, de commun accord avec le gouvernorat, mais également avec les maires des localités concernées. L'Office national d'identification mène une campagne massive d'octroi de cartes d'identité nationale depuis près d'1 an. Au dernier bilan, plus d'1 million de cartes ont été faites. D'ici à la fin de l'année 2020, l'ONU entend délivrer 3 millions de cartes d'identité aux Burkinabés de l'intérieur et ceux vivant à l'extérieur.
Voilà toutes nos excuses pour les défaillances sonores dans cet élément. Nous allons peut-être y revenir au cours de nos prochaines éditions. Et puis sachez que les chefs coutumiers sont également attendus sur le terrain de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Eux et d'autres leaders d'opinion de la Boukoutoumoun se sont retrouvés à Dédougou pour un forum régional sur la paix. Les recommandations issues de ce forum seront transmises aux décideurs politiques pour une consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina. Le compte rendu de Serge Sonda et Aïcha Zanda. La paix sociale est mise à mal par les nombreuses attaques et conflits communautaires dans la région de la boucle du Mouhoun. Les chefs coutumiers et religieux veulent apporter leur contribution à la préservation de la paix. Ce cadre de réflexion est une initiative des autorités coutumières de la localité. S'il y a la cohésion sociale, nous pensons que la lutte contre les fléaux que nous vivons en ce moment seront vraiment arrêtés, seront diminués. C'est pour ça donc que nous avons voulu nous retrouver pour analyser donc l'ensemble des conflits qui se vivent dans la région et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre contribution pour la paix. L'initiative donc d'organiser ce forum-là, qui vient donc des autorités coutumières, est à saluer, et cela donc correspond à l'appel du chef de l'État qui dans son adresse a clairement montré que la cohésion sociale est l'affaire de tous, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement ou l'affaire des forces de défense et de sécurité. Ce forum régional, qui réunit plus de 400 participants, va se dérouler sous forme de panels sur différentes thématiques. C'est une première fois dans notre région. Depuis longtemps, les chefs coutumiers ils ne se rencontrent pas. Cette fois-ci, ils vont se rencontrer, ils vont se parler. Ils vont mettre en place des mécanismes pour répondre à l'appel aussi du président du FASO, qui est organiser une résistance face à ce phénomène de terrorisme. Donc il faut le dire que durant ces 2 jours, ils ne vont pas dormir, ils vont travailler dur. Les recommandations qui sortiront à l'issue de ces 2 jours de réflexion sont fortement attendues par le gouvernement, selon Stanislas Ouaro, parrain de la cérémonie. La paix et la cohésion sociale, 2 valeurs qui tiennent également à cœur le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et dans le but de promouvoir ces valeurs, le PNUD choisit comme créneau les organisations des jeunes. Cela se passe à travers un projet qui couvre les régions du Nord et du Sahel. On en sait davantage avec Bourena Kane et Lazare Sanou. Les organisations des jeunes du Sahel s'approprient ainsi la stratégie intégrée du G5 Sahel. C'est à travers le projet Jeunes et Paix entre le Mali et le Burkina Faso, une approche pilote pour renforcer les capacités des jeunes considérés comme agents de développement et acteurs de paix. La jeunesse représente pratiquement plus de 80% de la population et la situation actuelle que nous vivons est critique. Et je pense que la recherche de la paix, c'est quelque chose de capital et je pense que l'implication de tout le monde fera en sorte qu'on puisse trouver les voies et moyens pour vraiment asseoir cette paix dans nos localités. Et la jeunesse est là pour ça, a beaucoup de potentialités. C'est des gens sur qui on peut compter. Et je pense qu'en les accompagnant, en les rendant beaucoup plus engagés et responsables, ils pourront jouer ce rôle d'acteurs de paix et d'agents de développement dans leur propre localité. Les jeunes mesurent déjà la responsabilité à eux confiée dans la quête de la paix et la cohésion sociale. Si nous pouvons dire que les jeunes sont les acteurs des violences et des conflits, c'est qu'ils peuvent à la fois être des acteurs de la paix. Donc c'est ce qui fait que nous, en tant que jeunes de la région du Sahel, étant une région très affectée par ce qui nous touche, ce qui touche d'ailleurs notre pays, nous devons être à l'avant de ce projet. Parce que nous sommes ceux-là aujourd'hui qui paient le prix. Au terme des 3 jours de sensibilisation, ces leaders des organisations de jeunes devraient être des vecteurs de consolidation et de maintien de la paix et de la cohésion sociale. Le projet Jeunes et Paix couvre les régions du Nord et du Sahel burkinabé. Avant de poursuivre ce journal, je vous fais lecture de ce communiqué de l'état-major général des armées. Le vendredi 15 novembre 2019, une patrouille du groupement des forces pour la sécurisation du Nord a été la cible d'une embuscade dans les environs de Yorsala, département de Titao. La vigoureuse réaction de l'unité, suivie d'un vaste ratissage de la forêt de Yorsala, a occasionné d'intenses combats qui ont duré plusieurs heures. Au cours de ces affrontements, 24
3 terroristes ont été neutralisés et divers matériels ont été récupérés. Cette opération a également permis de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues par les terroristes et utilisées comme des esclaves sexuels. Un soldat du groupement a malheureusement perdu la vie lors des combats. Et à la suite de ces affrontements et sur la base de renseignements précis, les unités du groupement des forces pour la sécurisation du Nord ont mené hier, 16 novembre, une action offensive dans les environs de Bourzanga. Cette autre opération a permis de neutraliser 8 autres terroristes et de récupérer un important lot d'armements, de munitions et de matériel divers. Le chef d'état-major général des armées salue la mémoire du soldat tombé et présente ses sincères condoléances à sa famille. Il félicite l'ensemble des unités pour leur engagement sans faille et les exhorte à maintenir cette dynamique. Dans la suite de ce journal, un nouveau centre de formation professionnelle sera bientôt érigé au quartier Rayongo de Ouagadougou. Il se fixe pour ambition de répondre aux besoins d'emploi chez les jeunes et les femmes à travers la formation dans divers métiers. Le centre est encore au stade de chantier et il a été visité hier par le ministre en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, Paul David Bambara et Issa Kanana. Le ministre de la Jeunesse sur le chantier du futur centre de formation professionnelle de l'ONG Nebnoma. Un chantier école qui, selon ses promoteurs, revêt un intérêt capital, la lutte contre le chômage par la promotion de l'auto-emploi. Le centre entend à terme former des jeunes désœuvrés et déscolarisés dans plusieurs domaines professionnalisants. Il y a la mécanique, soudure, menuiserie, plomberie, maçonnerie, et aussi la fabrication des savons, et la fabrication des pièces de l'échange des véhicules. Bon, il y a beaucoup à faire. Donc tout ça doit être conçu ici et que chacun qui va être sorti d'ici, alors il doit pouvoir s'intégrer dans le milieu de travail. Former des jeunes qualifiés et prêts pour l'emploi, c'est l'ambition que se fixe le centre Nebnoma. Une initiative bien appréciée par les premiers responsables en charge de l'entrepreneuriat au Burkina Faso. C'est un chantier école. Alors, vous arrivez donc sur un terrain, on dit que c'est un centre, mais apparemment, vous voyez que ça n'a pas encore commencé. Mais on a recruté donc les apprenants. Et ça, la formation duale que nous sommes en train de pouvoir promouvoir. Centre de formation professionnelle, ce n'est pas seulement l'État qui peut effectivement donc agrandir et renforcer donc l'offre donc de formation professionnelle. C'est pour que nous accompagnions tout initiateur allant dans ce sens-là. En attendant la fin des travaux, le centre a d'ores et déjà commencé son niveau de formation. Ainsi, une vingtaine d'apprenantes reçoivent ici leur parchemin de fin de formation. Dans le secteur de l'éducation, c'est un phénomène sur lequel les autorités sont constamment interpellées. Il s'agit des écoles sous paillotes dont la fin est très souvent annoncée. Suite à une interpellation sur l'existence de ces écoles dans la Boukou du Mouhoun, les autorités en charge de l'éducation nationale ont entrepris la construction de classes supplémentaires dans 3 localités. Le ministre Stanislas Ouaro a visité les chantiers jeudi dernier. Yves Rwamba et Hélène Sebegou. Des élèves sous des hangars de fortune et sous un arbre qui fait office de salle de classe, c'est la réalité ici à l'école Tikambé dans la province du Moun. Les élèves y font leur premier pas dans l'apprentissage en attendant la fin des travaux de leur salle de classe. Le premier responsable de l'éducation nationale en effectuant cette sortie terrain vient les rassurer. Je suis venu spécialement ici parce qu'on a été interpellé. On a été interpellé par un de vos confrères. Mais le reportage de notre part n'était pas équilibré. Parce qu'il ne montrait pas les réalisations qui sont faites et il ne précisait pas que le bâtiment allait être disponible avant la fin du mois de décembre. Et il ne disait pas aussi pourquoi les enfants étaient sous des arbres, parce que nous avons détruit une des périodes pour pouvoir implanter le bâtiment. Et c'est pour ça que nous sommes venus pour équilibrer l'information. 3 salles de classe, un bureau pour enseignants, un magasin, des plaques solaires, des latrines et un forage prévu sur un autre site. Voilà la composition de cette infrastructure supplémentaire de l'école Tikambé. Oui, on a commencé à peu près 2 mois, en gros 3 mois. Voilà, parce que on a été obligé, mais quand les saisons pluvieuse est entamée directement. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a des zones qui ne sont pas accessibles, qui ont un petit retard, mais dans l'ensemble, tous ces bâtiments sont en toiture. Voilà, donc on a 3 mois
Et pourtant, le contrat pour 5 mois. Donc, on peut dire que d'ici décembre, on pourra tous les livrer. Au pas de course, la délégation ministérielle met le cap sur les écoles primaires publiques de Massala et de Borakui, toujours dans la province du Moun. Ces tournées du ministre en charge de l'éducation nationale s'inscrivent dans la politique d'effacement des écoles sous paillotes au Burkina Faso. Autre point de l'actualité avec ce chiffre révélé dans le milieu de la santé. 5% de la population burkinabé est touchée par la surdité, une pathologie qui risque encore de progresser tant que ses causes restent méconnues des populations. Le service ORL du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo décide de passer par les journalistes pour informer les burkinabés sur les moyens d'éviter la surdité. Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traouri. Selon les spécialistes, la surdité va de la baisse à la perte totale de l'acuité auditive. Au Burkina Faso, elle touche environ 5% de la population. Elle est causée essentiellement par les infections, les traumatismes sonores et crâniens, les malformations, l'âge. Le coton-tige n'est pas fait pour nettoyer l'oreille. Vous savez, on ne peut bien nettoyer une oreille que lorsqu'on la voit. Donc par un praticien de la santé. Lorsque vous utilisez un coton-tige, vous allez même enfoncer davantage des éléments habituels de l'oreille qu'on appelle le cérumen. Donc autant vous ne l'utilisez pas, mieux vous portez. Deuxièmement, les cotons-tiges sont faits de 2 éléments. Vous avez une tige solide et puis le coton. Vous pouvez facilement blesser un élément essentiel de l'oreille qu'on appelle le tympan. Deuxièmement, pour les traumatismes sonores, il faut surtout inviter nos enfants et bien entendu d'autres adeptes à ne pas trop porter les écouteurs. Parce que les écouteurs ont 2 grands dangers. C'est d'abord l'intensité sonore que les gens ne maîtrisent pas, mais aussi c'est le traumatisme persistant, continu. Le Burkina Faso dispose depuis 2002 d'un programme de prévention de la surdité. Cette session de formation a permis aux hommes de médias de mieux s'informer sur cette pathologie, les actions menées et les perspectives en matière de lutte. Il y a d'abord un gros effort qui a été fait par le département ministériel de la Santé concernant les audioprothèses qui sont des amplificateurs de l'audition avec le concours de partenaires, je me permets de citer ici CBM, qui nous permet d'appareiller déjà les enfants indigents. Mais lorsque les audioprothèses ne sont plus opérantes, il faut penser à d'autres outils. En particulier les implants cochléaires, qui sont en fait des dispositifs électroniques implantés directement par voie chirurgicale au niveau de l'oreille interne et qui permettent aux patients de réentendre, ce qui est souvent un événement admirable. Bien entendu, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que ça nous permettra de régler ce problème sur place au Burkina Faso. En 2002, le Burkina Faso n'avait que 4 médecins en ORL. Aujourd'hui, il en compte 22 et une centaine d'attachés de santé dans cette spécialité. Comme annoncé en titre, je vous amène à présent dans les falaises de Péni, l'une des grandes communes de la commune du Haut, de la province du Haut, dans la région des Hauts-Bassins. Difficile pour les habitants résidant derrière ces falaises de rejoindre le centre de la commune où sont implantés la totalité des services sociaux de base. À cela s'ajoutent des difficultés d'écoulement des produits agricoles. Le constat est fait pour vous par Drissa Traoré et Moumouni Barou. Sur le chemin de la capitale communale, Péni, Djeneba Traoré est presque à bout de souffle. Plus de 50 kg de charge sur sa tête à escalader les rochers pour rallier le marché. Elle vient de Banko, l'un des 16 villages au bas des falaises de Péni. Les falaises, un obstacle inévitable pour les populations. Monter avec les charges, c'est vraiment laborieux. Aller comme retour, c'est la même souffrance. Si nous bénéficions des travaux sur cette voie, vraiment, ça sera un soulagement pour nous. Même exercice pour ces femmes en route pour Péni Centre. Chaque 5 jours, les populations, surtout les femmes, peinent à monter les falaises
en côtoyant permanemment les dangers et n'ont pas droit à l'erreur. Moi, j'ai quitté depuis très tôt de chez nous. Notre souhait est qu'on trouve une solution pour tracer un chemin pour nous. Sinon, ce n'est pas facile. Même en cas de maladie la nuit, c'est le même chemin que nous empruntons pour aller à Péni. À l'accouchement de l'enfant que j'ai au dos, c'est par là que je suis passée pour me rendre à la maternité. Pour les élèves, difficile également de rejoindre les établissements situés à Péni Centre. Chaque jour est un combat à la quête du savoir. Il y a des élèves de l'autre côté, chaque jour ils passent ici. Vraiment, il y a la souffrance. On peut pas, et on ne sait pas comment on va faire. Comme nous aussi, nos parents sont venus ici. Là. On va les suivre comme ça, sinon vraiment on souffre ici. Conscientes de la situation que vivent ces populations, les premières autorités de la commune rurale de Péni lancent un cri de cœur aux bonnes volontés pour trouver une solution définitive au désenclavement des villages situés au bas de falaise de la commune. Les gens viennent faire la campagne et partent. On fait des promesses. Mais notre réalité de Péni, c'est les falaises là. C'est les falaises là. Si nous avons un grand projet, si nous avons des citoyens pour faire une seule grande voie d'accès de la commune à travers ces falaises-là, je crois que c'est vraiment le plus grand bonheur des populations de Péni. Parce que la commune, le chef-lieu seul ne peut pas faire la commune. Vous constatez, toutes ces céréales-là viennent du bas des falaises. Nous, on considère même que le bas des falaises est le grenier céréalier de la commune. Mais imaginez que ces céréales que vous voyez ici soient transportées par des femmes sur la tête. Il n'y a pas de voie d'accès pour amener les véhicules pour transporter. La commune rurale de Péni compte 24 villages, dont 16 situés au bas de falaises. Et selon les autorités locales, sur les 18 000 habitants de la commune, plus de la moitié y vit, pratiquant essentiellement des activités agro-silvo-pastorales. Comment booster la production agricole dans un contexte de changement climatique? Pour répondre à cette préoccupation, le ministère en charge de l'agriculture et son partenaire qu'est la Banque mondiale ont souscrit à un nouveau modèle d'exploitation agricole. Ce modèle actuellement en expérimentation permet de produire 3 fois dans l'année. Explication avec Betty Bienao et Kado Romenki. Faire de l'agriculture un emploi permanent. Tel est le credo du projet de mise en place de modèles pilotes pour une transformation structurelle de l'agriculture. Un modèle d'exploitation basé sur la maîtrise de l'eau, avec à la clé la possibilité de produire 3 fois dans l'année. Un tel système peut facilement être répliqué et effectivement contribuer à améliorer aussi bien la productivité que la production, mais aussi encore plus assurer de meilleurs revenus pour les petits producteurs. Nous apprécions positivement ce que nous avons vu, parce qu'on a vu que tous les composantes du système sont pratiquement mises en place. Pour être bénéficiaire du projet, il faut être un producteur modèle, disposer d'un terrain d'une superficie de 3 hectares minimum et supporter les frais d'installation de l'équipement à hauteur de 30%, pour un coût d'équipement estimé à 25 millions de francs CFA. Et ce projet vraiment est beaucoup bénéficiaire, en tout cas pour nous. Et d'abord les enfants qui sont là, ils seront là comme des apôtres demain qui vont en tout cas relayer tout ce que nous allons obtenir comme résultat. Auparavant, moi j'ai fait l'irrigation et c'est combien je dépense. Et j'ai vu ce que le projet fait, c'est une grande aide que je ne peux pas estimer. Pour la phase pilote, 8 sites sont retenus. 1 dans la boucle du Mouhoun, 2 dans les cascades, 2 dans le centre-ouest et 3 dans les hauts bassins.
Nous restons dans le secteur agricole pour parler des investissements réalisés dans la province du Samantenga par le SAPEP. Le SAPEP, c'est le programme d'amélioration de la production agricole des petits exploitants en Afrique subsaharienne. Ce programme soutient la production agricole sur le périmètre irrigué de Korsimoro. Une équipe du SAPEP est allée constater les résultats de différents investissements. Bartolo Drogo, Issaka Suleiman Diallo et Jacques Lamissa Parpaga. Sur une superficie de 10 hectares, 45 tonnes de riz de variété améliorée, c'est le rendement attendu par les exploitants du périmètre irrigué de Korsimoro dans le San Matenga. Ces producteurs sémenciers ont été formés dans les nouvelles techniques culturelles. Ils ont aussi reçu des intrants pour accroître la production. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'avantages. Parce qu'il y a les revenus au niveau du riz aussi. Le riz a bénéficié parce qu'il y a la scolarité des enfants que je peux payer. Au niveau de la santé aussi, j'arrive à contribuer. Une production possible grâce à l'accompagnement du programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants en Afrique subsaharienne, SAPEP Burkina. Nous avons vu que les producteurs ont accepté de s'investir dans le travail à deux niveaux. D'abord, au niveau de la démonstration des technologies, nous avons visité premièrement une parcelle de démonstration de technologies intégrée, comportant en fait 3 parcelles. Le placement profond de l'urée, le système de riziculture intensive et ensuite la pratique des producteurs. Nous avons vu à ce niveau en tout cas que en ce qui concerne le SRI et le PPI, l'état végétatif des plantes nous donne satisfaction. Les producteurs souhaitent avoir un appui dans la gestion de la récolte afin d'offrir des produits de meilleure qualité. L'environnement, la santé, la sécurité, l'éducation ou encore l'emploi, autant de domaines dans lesquels une nouvelle structure associative décide de mener ses activités. Hier à Ouagadougou, cette association a présenté ses aspirations et sa vision au cours d'une conférence de presse. Des détails avec Amadou Ilboudo et Issa Kanana. C'est une situation peu reluisante de la société burkinabé qui est ici dépeinte par le cercle d'action pour la promotion de l'éducation, de l'emploi, de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Face à la presse, il s'insurge contre un système éducatif en perte de vitesse, un incivisme grandissant et une défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Face à cette situation, nous avons voulu apporter notre pierre au nouvel édifice social. C'est pourquoi il nous a paru urgent et opportun de construire autour d'un idéal de bâtisseur un comité d'hommes et de femmes volontaires et engagés pour la survie du Burkina Faso. Au regard de la situation, l'association entend apporter sa pierre pour un nouvel édifice social. Nous avons 2 organes qui sont le conseil consultatif et le comité scientifique. C'est-à-dire que nous sommes en construction. Ça, nous sommes en train de faire un lancement aujourd'hui et nous allons arriver à mettre toutes les compétences nécessaires dans la mise en œuvre de ces organes pour permettre d'atteindre nos objectifs. L'objectif d'impacter le développement durable en passant par la résolution de ces questions essentielles qui constituent ces 5 domaines. Le cercle d'action pour la promotion de l'éducation, de l'emploi, de l'environnement, de la santé et de la sécurité accorde une attention particulière aux questions éducatives, convaincu qu'il ne peut y avoir de développement sans éducation. Un festival qui se veut un moment d'émotion, de découverte et surtout de communion entre les artistes et le public. Le Festival des Arts et du Cirque de Bobo-Dioulasso se tient depuis jeudi dernier et ce pour une semaine. L'organisation de ce festival est faite par l'Institut français de Bobo-Dioulasso. L'ambiance de la cérémonie d'ouverture avec Karim Sissi. Du jonglage, des acrobaties, du voltige. C'est ainsi parti pour le Festival des Arts et du Cirque de Bobo-Dioulasso. Et pour la cérémonie d'ouverture, ce sont les compagnies Légumes de France, la Cotonou Cirque Compagnie du Bénin et la compagnie Cirque d'Afra de Bobo-Dioulasso qui tiennent en haleine le public ici à l'Institut français.
L'idée d'abord c'est de créer un cadre d'animation dans la ville de Bobo-Dioulasso et de faire la promotion du cirque dans la ville. Vous savez, le cirque est connu dans les pays développés, mais ce n'est pas bien connu en Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs c'est le premier festival de cirque au Burkina Faso et même je dirais en Afrique. Ce qui est important dans ce festival, c'est le brassage, c'est-à-dire que les cirques qui viennent d'autres pays, que ce soit du continent et au-delà du continent, ça c'est pour nous très important. Ce sont des occasions pour ces acteurs culturels de pouvoir échanger avec d'autres acteurs et d'apprendre. Avec cette 5e édition du Festival des Arts et du Cirque de Bobo-Dioulasso, c'est un pas de plus pour l'espace Rencontre Jeunesse d'Afra dans la concrétisation de son objectif de promotion et de valorisation du cirque dans la capitale culturelle du Burkina. Chaque année, ce cirque-là va de mieux en mieux et elle a une visibilité un peu plus grande chaque année. Je ne peux que souhaiter au maire de tout faire pour que sa ville devienne la première ville de cirque, pas seulement au Burkina mais en Afrique. Durant une semaine donc, les pratiquants de ce sport venus d'Europe et d'Afrique de l'Ouest rivaliseront de talent au grand bonheur des spectateurs. En rappel, ce festival est né sous l'impulsion d'autres festivals de ce genre à Châlons-en-Champagne et à Lyon en France. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et prenez rendez-vous avec Draman Datsia pour l'édition de 22h30. Merci de votre fidélité et à très bientôt.